La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Jeff, comment ça va ? Salut Mathieu, enchanté de t'avoir en direct. C'est moi qui suis content de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de t'avoir. Je vais pas trop en dire, tu vas te présenter toi-même et puis on va découvrir un peu ton parcours qui est, je sais pas s'il est, je vais pas dire rocambolesque, c'est pas le bon mot, mais il est plein de rebondissements et puis il est hyper Il est particulier, disons. Il est particulier, ouais. Je pense qu'il est assez rare dans la tech française, donc c'est très cool. Et donc du coup, sans plus attendre, je vais pas mettre trop de suspense. Est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases ? En 3 phrases. Alors, je suis Jean-François Pillou. À l'origine, je suis le créateur du site Comment ça marche, puis directeur général de CCM Benchmark, et désormais, je suis le CEO d'une app qui s'appelle Around Us. Top. On va beaucoup parler de tout ça. Je pense qu'on va pas mal revenir sur comment ça marche parce que je suis sûr qu'une bonne proportion des gens qui nous écoutent, ils ont utilisé, ils ont entendu parler. En tout cas, ça a eu, je pense, beaucoup d'impact pour beaucoup de tech, donc des gens qui nous écoutent. Et du coup, on peut partir sur cette première question qui va un peu nous faire dérouler cette histoire-là. C'est toi, finalement, comment tu tombes dans la tech ? Et puis après, comment j'imagine, t'as l'engrenage qui t'emmène vers CCM, mais comment ça se passe ce truc-là ? Alors bon, déjà, moi, je dirais que je suis un peu un tech native, c'est-à-dire que depuis qu'il existe des ordinateurs, ce genre de truc m'a attiré. Quand j'étais jeune, j'étais celui qui dépannait les ordinateurs du quartier, donc naturellement, je me suis intéressé très vite à ça. Et en fait, quand j'ai découvert le web, ça m'a assez vite saoulé d'être juste simple utilisateur, et j'ai voulu créer des choses là-dedans, quoi. Ok. Et du coup, tu dépannais juste ou tu faisais autre chose ? Ah non, moi je jouais à des jeux vidéo, je hackais des jeux pour les faire fonctionner, et pour plus que ça me demande les clés pour le pour le faire Ah, tu fonctionner. faisais du cracking, ouais, ok. Ah ouais, voilà, cette bonne vieille époque où on allait craquer, déplomber, comme on disait, Ok. les jeux. Donc j'ai été un petit peu de cela. Et effectivement, donc je dépannais mes amis, parce que tous ceux qui avaient des ordinateurs, au début, les ordinateurs, les premières versions de Windows, on voyait plus d'écrans bleus et d'écrans noirs que de vrais écrans. Donc voilà, fallait passer son temps à essayer de dépanner ça. Des fois c'est du soft, des fois c'était du hardware. Voilà, ça, j'aimais bien ça, donc je passais pas mal de temps dessus. Et donc, on va dire assez naturellement, le jour où j'ai voulu créer un site, je me suis dit, tiens, je vais faire un site qui va aider les gens à se dépanner. Et c'était aussi une manière de dire à ceux qui étaient autour de moi, tiens, va sur le site, j'explique comment le faire. Comme ça, au lieu qu'ils me demandent à moi, ils vont directement sur le site, parce que c'est à peu près toujours les mêmes questions qui revenaient, en fait. T'avais déjà le pain point de pas refaire 10 000 fois la même chose et du coup de capitaliser un peu sur ce truc-là. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que quand tu vas chez 3 amis différents pour répéter la même chose, et puis personne comprenait, c'était assez compliqué. Donc du coup, j'essayais de démocratiser un petit peu tout ça, quoi. On est en quelle année à peu près dans ces moments-là, là ? T'as quel âge ? Alors, les débuts, moi, informatique, on est à quoi dans les années 90, et comment ça marche en 99. Comment ça marche en 99 ? T'es encore étudiant, c'est ça, quand tu le lances ? Ouais, voilà, c'est ça. Je viens d'arriver en école d'ingénieur.
Et bah voilà, je suis dans ma petite chambre d'étudiant. Je suis pas dans un garage comme certains, mais dans ma chambre d'étudiant, avec mon petit ordinateur, ma petite connexion 56K, voilà, et avec mon modem, et j'essaye de faire des choses pour que je pousse mes pages web par FTP, et voilà quoi. Je m'amuse comme ça à créer quelque chose. Ok. Et comment ça, parce que donc ça au début tu le fais, j'imagine pour tu écris, ça permet aux gens que t'aides, tu leur donnes les liens. Mais comment après finalement ça, tu vois, ça devient plus que cette espèce, je vais pas dire d'intranet, tu vois, mais c'est un peu ça au début, tu vois, c'est pour toi pour partager. Comment ça devient un truc qui sort de ce cadre-là? Alors, bon, faut se replacer dans le contexte, c'est-à-dire à l'époque, des sites web, il y en a pas beaucoup en fait. La plupart, c'est ce qu'on appelle, il y avait même pas encore le mot blog n'existait pas. On appelait ça des pages perso. Donc, les hébergeurs proposaient un espace où chacun pouvait aller créer son petit site web, et donc bah voilà, chacun a créé son truc. L'un présentait son chien, l'autre c'est sa passion pour la guitare, et moi je faisais comment ça marche. Et en fait, assez rapidement, il y a des magazines qui en parlaient. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup de magazines dans lesquels il y avait la sélection des meilleurs sites web, parce qu'en fait, vu qu'on savait pas quoi regarder sur le web, il y avait pas Google encore. Ah ouais, On t'es avant était Google. non, ouais. Ok. Enfin, en France, c'était pas encore, il y avait Ouais. pas encore vraiment Google. Ouais. C'était plutôt Yahoo, des choses comme Lycos, ça. non, il y avait pas Lycos. Alta Vista, Ouais, Alta Lycos, Vista. exactement. Tous ces trucs-là. Ouais. Et du coup, bah, les gens s'ennuyaient. Ils disaient, waouh, je voudrais trouver des sites web. Maintenant, des sites web, il y en a trop. Ouais. Ou, enfin, voilà, Ouais. ou des YouTubers, ou des TikTokers. À l'époque, Contenu, ouais. il y avait pas grand-chose à voir. Donc, dès qu'il y avait une petite nouveauté, les gens se jetaient dessus. Et ensuite, effectivement, il y a eu le référencement via Yahoo et via Google. Donc, quand les gens cherchaient quelque chose, bah forcément, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de sites, ils tombaient assez rapidement sur comment ça marche. Donc à cette époque-là, en fait, t'as même pas de, pardon, t'as même pas de notion de SEO, ce genre de choses. Tu as vraiment, en fait, tu fais un site et en fait, le monde du web est tellement petit encore que Google, en fait, a tout intérêt à te référencer. Et donc, dès que les gens cherchent, en plus, comment ça marche le nom, peut-être tu peux nous raconter, je sais pas comment tu l'as choisi, mais c'est vrai qu'en fait, les gens se posent la question de enfin, ça commence par comment ta question, comment Ouais, j'installe le driver de machin quoi. c'est ça. Alors bon, ça peut avoir joué, mais je pense pas plus que ça, le fait qu'il y ait un nom. En fait, très clairement, je commence à créer mon site et j'explique comment marchent les choses. Donc, en fait, je me suis pas posé la question 50 ans. Je me suis dit, bah tiens, je vais l'appeler comment ça marche. Et là, je l'appelle comment ça marche. Et c'était chez.com/comment ça marche. Et en fait, c'est que un an ou deux après où je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir mon nom de domaine. Sauf que comment ça marche.com était pris. Okay. Du coup, vu que le com était pris, alors à l'époque, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui. D'abord, tu prends le com. Ouais. Ensuite, s'il n'y a pas le com, tu prends le net. Et s'il n'y a pas le net, tu prends le org. Sachant qu'à l'époque, le .fr, tu pouvais l'avoir que si tu étais une entreprise. Et moi, j'étais pas une entreprise, j'étais moi dans ma chambre. Donc, j'avais pas le droit au .fr. Donc, je prends le .net, ça part sur le .net. Et tiens, une petite anecdote rigolote. Un an ou deux après, je me dis, tiens, je vais contacter le mec qui a commentsamarche.com et je vais essayer de négocier pour lui racheter. Ouais. Donc, j'envoie un mail au gars. Bon, à l'époque, on avait les mails de tous ceux qui avaient un nom de domaine. C'était dans le Whois. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, tu vas dans le Whois de n'importe quel site, tout est masqué, voilà. Tu vois plus rien. Mais marqué, ouais. À l'époque, c'était open bar. Donc, j'envoie un mail, je dis voilà, je voudrais racheter comment ça marche.com. Et là, c'était un Français en plus qui l'avait. Et le mec me répond ah bah je vous l'aurais bien vendu, mais il vient de m'échapper. Ah bon. Et là, je me dis mince, ça va tomber, ça va être un Coréen qui va l'avoir ou un Américain. Et est-ce que tu pensais que c'était quelqu'un qui l'achetait pour faire des enchères? Enfin, tu vois, parce que non, je pense pas. Non, puisque en fait le .com, il avait été déposé avant même que moi j'ai l'idée de le faire. Donc vraiment, je pense pas.
Du coup, je vais voir sur Louise pour voir qui possède ce fameux commentsamarche.com. Et là, tu vas rigoler, il était dispo. Donc, je l'ai acheté pour 10 Ah euros. d'accord. Ah oui. Ouais, Ah non, il lui voilà. avait échappé, mais juste il avait pas renouvelé en fait. Oui, donc en fait, il était juste bête, en fait, parce qu'il aurait pu le racheter et me le revendre très cher. Ah oui, Enfin, oui, très oui. cher. À l'époque, très cher, j'aurais mis, Ouais, allez, 100 ou 200 euros maximum. Hein, mais... ouais, ouais. Oui, oui, mais c'est avec l'histoire de comment ça marche. S'il l'avait gardé 5-10 ans, il y a un moment, tu aurais quand même vraiment payé assez cher C'est pour ça. quelqu'un Bon, qui avait en gardé. fait, il m'a servi à rien parce que comment dire, c'était tellement installé comment ça marche.net que encore aujourd'hui, ça s'appelle comment ça marche.net. Ah ouais. Simplement, il y a quand même des gens qui mettent .com et les journalistes à l'époque, et quand ils mettaient un site web, ils mettaient .com obligatoirement derrière. Donc en D'accord. fait, il y avait plein de liens vers le .com, mais qui allaient nulle part. Donc là, je les ai récupérés, j'ai redirigé tout ça. Ok. Et je reviens sur du coup les débuts avant que ça grandisse. Mais comment les visites elles augmentent et comment tu les surveilles toi? Parce que tu vois, j'avais parlé un petit peu le même sujet avec Mathieu Nebra, qui a finalement une histoire qui ressemble. Mais comment à l'époque, aujourd'hui on a Google Analytics, on a plein d'outils. Comment à l'époque en fait tu sais tes visites, tu sais que ça augmente, tu sais tout ça? Ouais, alors à l'époque, il y a deux trucs. Donc il y a deux marqueurs, deux trackers que tu mets en bas de page. Et le principe, c'était gratuit, mais du coup, il y a l'image du tracker qui s'affichait. Et donc il y en avait deux. Il y en avait un qui s'appelait Xiti. Un petit logo jaune, je sais pas si tu te souviens, Non. qui ensuite s'est appelé Internet. Je crois que ça existe encore. C'est un concurrent de Google Analytics français. Et donc, bah, tu mettais ça, tu avais un truc gratuit qui faisait tes stats, mais sur toutes tes pages en bas, c'était marqué Xiti, powered by Xiti, et donc tu avais ce petit tracker. Et l'autre, c'était un truc qui s'appelait Hit Parade. Donc pareil, c'était un petit script que tu mettais en bas de ta page et ça te disait combien tu étais classé dans ta catégorie. Et donc tous les sites se faisaient un peu la course pour être dans le hit parade. Et un jour, j'ai eu cette satisfaction d'être le premier au hit parade. Et donc voilà, c'était un, un aboutissement. Trop Donc bien. Et à l'époque, les sites c'était des sapins de Noël, c'est-à-dire t'avais des gifs animés dans tous les sens. C'était vraiment pas beau. Hein. des animations JavaScript là. Oh oui, c'est ça. Avec tu Genre, sais, genre, il y avait le petit cône de travaux en partout avec un petit bonhomme avec une pelle ouais, et je vois. c'était marqué en construction ou en Ouais. travaux. Parce que tous les gens avaient commencé leur site web, mais il y en a Personne. aucun qui l'avait fini. Je dois avoir encore quelques sites, au moins un site qui traîne, sapin de Noël que j'ai C'est jamais. ça. Ouais, ouais, qui doit être dans les archives. Bref. Et sur du coup comment ça marche. Donc t'es étudiant, t'as ça. Comment ça devient une boîte? Comment ça marche en fait ensuite? Alors, c'est pas devenu une boîte tout de suite. En fait, moi, je voulais pas en faire une boîte. Je voulais que ça reste ouvert. Donc, la licence, c'était une licence GNU et puis c'est devenu Creative Commons. C'est-à-dire que n'importe qui avait le droit de pomper tout le contenu de comment ça marche. J'avais même une archive où tu avais toute la version hors ligne de CCM. Elle doit encore se trouver sur le web. Tu la prenais, tu mettais ça sur une clé USB ou un CD, et dans une école en Afrique, ils pouvaient avoir comment ça marche en local, sans qu'il y ait une connexion Internet dans le truc. Donc voilà, mon projet, d'ailleurs, ça s'appelait le projet comment ça marche, et mon but, c'était d'aller faire une documentation sur tout ça, gratos, accessible de partout. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc moi j'étais étudiant et j'avais des gens qui s'abonnaient à la newsletter. Et en fait, à la fin de mes études, fallait que je trouve un boulot. Donc moi, je suis ingénieur en mécanique. Donc Ok. voilà. Alors en mécanique, pourquoi? Parce que à la base, donc passionné d'informatique et j'étais passionné de 3D. C'est-à-dire tout ce qui était 3D studio et je m'amusais à faire des maquettes d'avions en 3D, des F-14, F-15, F-17. Et donc c'est ça qui me passionnait. Et sauf bon, évidemment, je découvre Internet entre-temps. Donc, à la fin de mes études, j'envoie un mail à la newsletter. Il y avait genre 80 000 abonnés quand même, Ah ouais. euh, en disant, voilà, je cherche du boulot. Si jamais vous avez quelque chose dans Internet ou intranet, ça m'intéresse. Et j'ai eu plein de réponses des banques, des distributions Linux, etc. Mandrakessoft qui m'avait contacté, des SS2I. C'est quoi Mandrake? Ça me dit. Mandrakesoft, Mandrake, c'était une distribution Linux française en fait.
Ok. Je crois que ça a disparu ce truc-là. Je sais pas pourquoi ça me rappelle quelque chose. Ouais, voilà, Mandrake, c'était avec qu'est-ce que c'était le truc avec un magicien, une étoile, un truc comme ça, je sais plus. Tu regarderas. Okay. Bon, je suis pas allé là. Et à la fin, j'ai eu le ministère de l'Éducation nationale qui voulait que je vienne pour les aider à développer l'usage d'Internet dans les écoles, collèges, lycées, universités. Ok. Et donc ça, c'était raccord avec ce que je faisais. Philosophie, ouais. Alors fallait monter à Paris. Moi, j'étais grenoblois, j'avais pas forcément envie, mais voilà, je me suis fait violence. Je suis allé à Paris, j'ai démarré, et donc j'étais rue de Grenelle au ministère, voilà, dans le même bâtiment que le ministre, et j'ai bossé là-bas pendant quelques années, 6 ans au total. Et en fait, moi, le soir et le week-end, je continuais de faire CCM, et dans la journée, j'avais mon boulot de fonctionnaire. Alors, j'étais CDD, j'étais pas, parce que sinon, faut passer des concours. Et donc voilà, donc ça m'intéressait. Super équipe, super expérience, super intéressant. Et en fait, assez rapidement, ce que j'ai fait, c'est que comment ça marche. Le but, c'était que ça fonctionne même quand je suis pas là. Donc en fait, j'ai créé un forum, donc je l'ai développé moi-même en PHP. Ah ouais, t'as pas appris les trucs non, PHP, non. VB, trucs comme ça, ok. Ah non, moi j'aime pas prendre les trucs sur étagère. J'ai mon propre truc. C'est pour ça que le forum de comment ça marche, il ressemble à aucun autre, parce que je l'ai fait sur mesure en fait, avec toutes les fonctionnalités qui m'intéressaient, et toute une partie base de connaissances en fait, FAQ, où en fait les membres les plus les plus actifs de la communauté avaient la possibilité d'aller modifier les articles, d'aller en créer des nouveaux, et donc du coup la documentation elle se mettait à jour toute seule. Une sorte de Wikipédia un peu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que les gens posaient des questions dans le forum. J'avais un outil qui remontait automatiquement les meilleures réponses qui conviennent pour la question. Et donc, dans la plupart des cas, les gens avaient même pas besoin de poser la question puisqu'il y avait la réponse. Donc le but, c'est comme Stack Overflow en fait. Ouais, en fait, c'était Stack Overflow avant l'heure en fait. Sauf qu'à l'époque, il n'était pas encore dans toutes les langues. Mais c'est ça. C'était ça l'idée. Okay. Donc voilà, j'ai fait tout ça, et donc en 2003, je devais déjà avoir, je sais pas, 1 million ou 2 de visiteurs par mois, et là ça commençait à me coûter un peu, tu vois, parce que l'hébergement, je gagnais pas d'argent avec. Le truc, il était hébergé sur un serveur dans un data center, serveur 1U, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les sites que tu connais, ça marche sur des serveurs. Les serveurs, c'est comme un ordinateur que tu mettrais à plat, mais tout plat. C'est-à-dire que ça doit faire 3 cm de haut à peu près, et super large, un peu comme un grand tiroir. Ça ressemble à un grand tiroir. Les Mac, ils ont je sais pas quelle est la marque de ce truc, mais ils te vendent une box comme ça qui est en ordi, en fait, il y a tout dedans, tu vois. Et oui, sauf qu'un serveur 1U, ça fait, je sais pas, 70 cm de large et 3 cm d'épaisseur, et je sais pas, une quarantaine de centimètres de profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme le tiroir à couvert chez toi. Et là-dedans, il y a le disque dur, processeur, machin, etc. Et donc 1U, ça veut dire qu'il fait une unité de hauteur, 2U, il fait 6 cm, etc. Et dans une baie, je sais pas, t'as déjà vu le truc où t'as toutes les loupiottes, etc. C'est des serveurs. Ouais, voilà. En fait, c'est des serveurs rackables que tu mets comme ça. Et donc moi, j'en avais un que j'avais acheté. J'avais acheté le truc d'occasion, et puis j'avais acheté le disque dur, etc. Et c'est une boîte qui s'appelait Web Solutions qui me l'hébergeait gratuitement. Toujours même principe, c'est qu'il y avait le logo de Web Solutions en bas de comment ça marche, à côté de Xity, à côté de. Il y avait quelques logos, quoi. Voilà. En fait, tout marchait comme ça à l'époque. C'est qu'en gros, tu pouvais avoir tout gratuit, mais tu mets les logos en bas. Tu vois, comme un coureur du Tour de France, t'as tous tes logos avec tes sponsors, en fait. Et le truc, c'est que ça marchait plus. Ça commençait à coûter un peu cher, et j'avais des millions de visiteurs par mois déjà. Donc je vais voir mon boss au ministère pour dire voilà, je démissionne, parce qu'il faut que je crée une société, parce que si je voulais mettre de la pub, fallait qu'il y ait une société. Ah ok, ouais, c'était ça. Ouais, parce que sinon, si tu le fais à titre perso, il y avait pas encore les histoires d'auto-entrepreneurs, etc.
En 2003, je crois que ça n'existait pas encore. C'est arrivé un peu après. Sinon, j'aurais peut-être fait ça. Donc, j'ai créé une petite SARL. Ah oui, non, mon chef m'a dit, écoute, j'ai des trucs à faire pour toi. Je te donne une équipe et tu as le droit de faire la société à côté, à condition de pas être salarié. Et tu continues 3 ans avec nous. Il Et te donc, fallait moi, je me dis, l'autorisation pour créer la boîte à côté quand même, c'est ça? oui. Ou c'est Ouais, c'est parce des que quand tu es conditions au du ministère, Ok. quand tu es au ministère, t'as pas le droit normalement forcément d'avoir une activité financière, tu vois, d'avoir. Tu peux D'accord. pas cumuler les boulots. Un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire. Il a pas le droit d'aller vendre des biscottes ou je sais pas quoi dans la rue, Ouais, tu je vois. comprends, ok. Donc là, moi, j'ai un contrat qui me le permet. Donc je continue à bosser pour le ministère. Le truc monte et là, pour le coup, il y a de l'argent qui rentre et qui permet d'acheter plusieurs serveurs. Ok. Et je reviens le voir 3 ans après, donc au bout de la 6e année. Ok. Mon deuxième CDD de 3 ans, il y a que les ministères qui font des CDD de 3 ans. Ok. Et là, je lui dis bon là maintenant je m'en vais parce que bah déjà j'ai pas le droit de faire un troisième CDD, donc c'est une bonne raison. Et en plus, bah, j'ai de quoi me payer à côté parce que comment ça marche, ça faisait déjà 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Euh, et ça faisait un demi-million de résultats parce qu'il y avait pas de Oui, t'avais salaire, pas il de y avait rien. Oui, oui, Donc, effectivement. C'était pas mal, ouais. donc Par an, voilà. du coup, par an? Par an, ouais, par Ah, an. ok. Ouais, excellent. Sans Ouais. l'optimiser, c'est-à-dire que vraiment, j'avais pris Ouais. une régie publicitaire, donc tu mets les tags sur ton site, ils te mettent de la pub. À chaque clic, tu gagnes tu gagnes quelques centimes. Ouais, ok. C'est énorme. Voilà. Ouais. Et sauf qu'il y avait des millions de clics par mois, donc forcément ça finissait par faire beaucoup. Ok. Ouais, ouais, donc effectivement. Donc là, en plus, t'es serein. C'est-à-dire que tu te lances, tu sais que Oui, globalement, voilà. t'as pas de, tu vas avoir un salaire direct. C'est fou, en fait, d'avoir un side project où, je veux dire, tu pars, tu sais déjà que, voilà, ça peut te nourrir tranquille, y a pas de problème, quoi. C'est fou. C'est ça. Et franchement, moi, je dirais, si j'avais un conseil, c'est ça. Je dirais, mais toi, c'est un peu pareil, si tu veux. J'imagine, t'as un boulot à côté, tu vois, où Ouais. la plupart des youtubeurs, ils ont un boulot à côté. Oui, oui, Ils oui. font le truc sur leur temps libre. Ça monte, ça monte, ça monte. L'espoir, c'est qu'un jour, tu puisses en vivre. Donc, c'est exactement la même chose. Ou un Mmh. TikToker, ou je sais pas quoi, un streamer sur Twitch. C'est le même principe. C'est-à-dire que t'as ton boulot alimentaire, on va dire, et t'as ta passion. Et ta passion, ce qui est assez fort, c'est que bon, quelqu'un qui a une passion pour le skateboard, ça lui coûte Ouais. cher, tu vois, faut acheter les roues, les machins, mais ça te rapporte quelques blessures, mais à la fin, tu t'arrives pas à gagner de l'argent avec. Enfin, sauf si Ouais. tu passes pro, tu vois. Non, mais c'est Euh, pas des, oui, oui, c'est rare que tu construises un asset, en fait, un truc, il y en a qui arrivent. ouais, mais Il y en a qui... c'est plus, enfin, même, tu me diras, même aujourd'hui sur c'est plus YouTube, c'est dur, je rare aussi. pense. C'est Ouais. plus dur, ouais. Donc là, tu vois, de chez toi, tu peux arriver à créer quelque chose. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc en début 2006, j'ai démarré Comment ça marche. Ok. Et en fait, le truc qui est fort, c'est que mon patron du ministère où je suis allé lui poser 2 Ouais. fois ma démission, Ouais. la première question qu'il m'a posée, il m'a dit est-ce que vous avez besoin d'argent pour faire votre projet? Et je lui ai dit non, il y en a déjà trop de l'argent. J'en Mais ai c'était pas. quoi son idée derrière la tête? C'était le Non, c'était ministère. de voir si, tu vois, de côté business angel, s'il Ok. pouvait, lui ou d'autres, aider à ce que ça fonctionne. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur la partie commerciale parce que c'est pas mon univers, j'aime pas ça. Ok. Et donc, il m'a fait rencontrer quelqu'un qui avait bossé avec lui avant et qui m'a rejoint. Ok. C'était première salarié et lui a démissionné et il m'a rejoint aussi. Voilà. Et donc Excellent. on a démarré à 3 Ouais. sur comment ça marche. L'idée étant de le développer à l'international. Donc on l'a assez vite fait en anglais, en espagnol, et je crois qu'il est en 11 langues maintenant. Ok. Et dans d'autres thématiques, on a fait un comment ça marche du droit qui s'appelle droit finance, Ok. et un comment ça marche de la santé, alors qui s'appelait santé médecine et maintenant qui fait partie du journal des femmes santé. Ok. Mais du coup, avec en fait la même code base. Donc, si je reprends l'exemple de Stack Overflow, c'est pareil, ils ont décliné en plein de thématiques avec la C'est même ça. code base en fait, et peut-être, je sais pas, un design un peu différent. Bah vous, c'est ce que vous C'est avez ça. fait. Vous avez réussi. Exactement ça. En fait, c'était le même code de partout. Donc, Ok. ce qui est bien, c'est que quand je modifie quelque chose, je mets une nouvelle fonctionnalité dans comment ça marche, tous les sites en bénéficient. Alors, il y avait des fonctionnalités qui étaient propres à certains Ouais. sites, et donc il y avait un petit flag qui disait ça, c'est que pour comment ça marche, et on l'active pas sur les autres. Ok. Ok. Et
C'était toujours 100% financé par la pub ou vous êtes allé chercher d'autres sources Ah non, financé pas 100% financé par la Ah pub. ouais. Non, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et c'est encore aujourd'hui 100% financé par la pub. Il n'y a pas sur comment ça marche et sur la plupart des sites, il y a pas d'autres modèles. Alors il y en a qui ont un modèle payant. Okay. Donc il y a le modèle premium où tu as des abonnements, etc. Mais moi j'aime pas ça et Okay. je sais pas, je trouve comment se dire. C'est vrai qu'on va de plus en plus vers des modèles où tu dois payer un peu pour chaque truc parce que comment dire, les gens aiment pas la pub, donc tout le monde a mis des ad bloqueurs. Il y a des trucs qui pour bloquer les cookies, etc. Résultat, tout devient payant. Ouais. Bon, moi j'avoue, je préfère avoir un peu de pub et pouvoir me balader gratuitement. Idéalement, t'as pas de pub, genre un Wikipédia, sauf qu'un Wikipédia, ils tendent la main tous les 2 mois pour demander à des gens de les subventionner. Donc ils sont pas, enfin comment dire, c'est pas un modèle super pérenne non plus, quoi. Ouais. Mais ça reste, c'est des business models qui sont pas simples, hein, ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais incroyable. Ok. Et du coup, donc maintenant derrière CCM, donc parce que je sais que tu fais autre chose maintenant, donc je veux savoir ce qui s'est passé entre le moment où tu te lances et le reste de l'histoire. Alors reste de l'histoire. Donc on continue à développer CCM, ça grossit. On arrive à une taille où on est une quinzaine de personnes. Donc ça, c'est en 2010. Okay. Et donc, le site était super rentable. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une marge de 60%, 70%. Ah ouais. Ouais. Après, 15 personnes, c'est pas beaucoup. Enfin, déjà, ouais. Je veux dire, déjà, tout seul, 1 million de visiteurs, c'est un ratio qui est assez ouf, déjà. Et 60%, mais avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Okay. Donc, on faisait 5-6 millions d'euros de résultats nets par an qu'on réinvestissait dans la boîte. Sauf que, arrivé à un moment, 5 millions, je sais même pas comment les dépenser, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de boîtes qui se répartissent sur, on embauche, tu vois, parce que c'est souvent ça, tu dis, on va embaucher, accélérer, machin, etc. Ouais, mais en réalité, t'es beaucoup plus agile, tu vas beaucoup plus vite quand t'es pas très nombreux. Ouais. Et quand ta boîte, tu l'orientes beaucoup sur la tech, si tu fais des bonnes plateformes, si tu as bien pensé ton code, le truc est évolutif. Et donc, bah, tu vois, c'est comment ça marche, que ce soit français, anglais, espagnol, italien, etc., ou que ce soit le droit, la santé, il y avait un seul code. D'accord? Et le truc, c'est qu'en fait, on était en train de lancer comment ça marche Voyage. Et on entend parler du fait qu'il y a un gros site concurrent qui était même un peu plus gros que nous, une entreprise qui s'appelait Benchmark Group, qui était à revendre. Okay. Donc il y avait un process de vente et donc on va les voir et on leur dit, enfin on va les voir, on rentre en contact et on dit qu'on on est partant pour les racheter. Et ils voulaient pas entendre parler de nous parce qu'ils disent non mais on vous connaît, vous êtes trop petits, etc. Ah ouais. Et oui, bah non, ouais, ils nous connaissaient pas en fait. Et tu vois, d'habitude les gros qui rachètent, à l'époque c'était quoi? C'est Lagardère, c'est toujours les mêmes. Enfin tu vois, c'est un peu toujours les mêmes d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est les grosses télés, c'est les gros médias, c'est ce genre de profil. Ouais. Et donc nous, ça les intéressait pas. Donc on finit par montrer patte blanche, on les rencontre et au final on a fait le deal. Donc on a racheté Benchmark Group et ils étaient 150 et nous on était 15. Wow. Donc on les a rachetés genre un jeudi. Le lundi matin, on emménageait dans leurs locaux. Je me rappelle, on les voyait tous, ils nous regardaient comme ça arriver en se disant qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et en fait, assez vite, on les a détendus sur le fait que le but c'était pas de supprimer des postes, c'est au contraire, on avait une chance tout d'un coup, on avait plein de gens pour faire les choses et de changer peut-être la culture pour faire quelque chose de plus de plus ouvert, rajouter des forums sur leur site, travailler le côté international. Et donc voilà, on a racheté Benchmark Group et du jour au lendemain, la somme des deux, on est devenu le premier groupe média en France. C'est-à-dire, on faisait plus de trafic que Le Monde ou Le Figaro. D'accord, ok, incroyable. Et j'ai une question technique, vous avez regroupé les base codes ou pas? Vous avez fait comment? Du coup, il y avait 2 base codes. Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a deux questions. Il y a la question de la base de code. Ouais. Pendant tout un temps,
et c'est encore le cas en partie. CCM avait son code, Benchmark avait son propre code parce qu'il y avait des spécificités. Donc mutualiser à tout prix, c'est pas forcément une bonne idée. Il y avait une deuxième question en plus, c'est qu'on avait comment dire, nous on était plutôt sur Paris et les équipes techniques de Benchmark, elles sont à Rennes. Elles sont toujours à Rennes d'ailleurs, en Bretagne. Et on a réalisé que, en fait, c'est une chance d'avoir des équipes à Rennes. C'est bien d'avoir des équipes un peu partout en France, tu vois, parce que il y a moins de concurrence à Rennes qu'à Paris. C'est-à-dire trouver des développeurs. Et puis on avait des bons développeurs, des bons administrateurs système et réseau. Et pour le coup, ils étaient bien meilleurs que nous sur tout ce qui était administration, réseau et système. Donc voilà, on a continué comme ça, mais on a alors le gros boulot, ça a été de rencontrer chacun et de voir voilà qu'est-ce que tu fais, comment tu bosses, c'est quoi tes idées, tes projets, et on a fait un énorme appel à projets pour faire la roadmap en fait. Et donc on leur a demandé est-ce que vous avez des idées de choses qu'on pourrait créer, et on a eu on se demandait combien on allait avoir de retours, et on a eu entre 200 et 300 projets. Et donc, du coup, c'était trop. Du coup, on les a fait voter en ligne pour sélectionner les projets qu'on allait faire l'année d'après, en fait. Ok. Et ça, tu vois, c'est un sujet, moi je l'ai vécu quelques fois, le rachat / merge d'organisation, tu vois, ça se fait beaucoup. Mais Ouais. j'ai pas l'expérience de beaucoup qui se passent bien. Tu vois, c'est souvent un enfer. C'est souvent, tu vois, ce qui se passe très souvent, c'est que t'as un plus gros qui rachète un plus petit. Et ils se regardent un petit peu pendant 1 an ou 2, et puis au bout d'un moment, les gens du plus petit, ils en ont marre, il y en a la moitié qui partent. Tu vois, enfin, moi j'ai pas mal vécu ça. Donc du coup, c'est marrant parce que c'est le plus petit en termes en tout cas, d'effectifs qui rachète le plus grand. Mais est-ce que tu vois, si je dois te demander un petit peu la clé pour que ce truc-là soit bien passé, c'est quoi t'as un peu décrit ce système de vote où j'ai l'impression que c'était participatif et assez inclusif, mais c'est ça pour toi la clé de... La clé, la clé, parce qu'en fait, ensuite, donc c'était donc en 2015, on a été racheté par le groupe Figaro. Donc je l'ai vécu dans les deux sens. Et Groupe Figaro, c'est 1500 personnes. Mais le Groupe Figaro l'a bien traité. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris CCM Benchmark. Le jour où ils l'ont racheté, ils sont devenus du coup le plus gros groupe média en France, avec un nombre incroyable de visiteurs, y compris sur la vidéo d'ailleurs. CCM Benchmark fait 1 milliard de vues par an sur ses propres vidéos. C'est-à-dire on met rien sur YouTube, on héberge les vidéos sur les pages en fait. Ah ouais, ok. Et du coup, on fait un nombre de streams incroyable. Et du coup, quand un groupe média comme ça rachète un pure player comme CCM Benchmark, son intérêt, c'est ok l'audience, le chiffre d'affaires, etc. Mais faut que le truc continue à vivre. Et le but, c'est de aussi essayer d'en tirer parti pour soi-même arriver à faire sa transition numérique, d'accord? Ouais. Et en fait, ils ont eu cette intelligence de laisser une certaine autonomie à CCM. C'est-à-dire qu'en fait, CCM Benchmark, encore aujourd'hui, a sa propre équipe technique. Il y a celle du Figaro, il y a celle de CCM. On a mis des synergies sur quelques trucs. C'est-à-dire, par exemple, si on veut faire la promo de je sais pas quoi, du Journal des Femmes, de l'Internaute, etc. On peut le faire sur Figaro. On aide le Figaro sur des sujets SEO, etc. Référencement Google, et sur plein de choses. Mais il y a une certaine distance entre les deux. Alors les deux étaient dans des locaux séparés. Puis CCM a été dans les locaux du Figaro, et maintenant à nouveau CCM est dans des locaux à part, mais en gros à 300 mètres du Figaro. Et donc c'est la bonne distance, c'est-à-dire assez près pour pouvoir tirer parti des synergies, assez loin pour pas être étouffé. D'accord? Et donc les boîtes qui réussissent, c'est ces boîtes qui réussissent à, tu vois, à garder cette proximité sans étouffer l'autre. On va dire c'est un peu comme dans un couple, tu vois. Un couple qui marche, faut qu'il y ait une certaine liberté, mais en même temps une proximité. S'il y a trop de proximité, ça peut clasher. Si plus personne se voit, ça marche pas non plus. Non, ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, moi, c'est ce que j'ai vu aussi, c'est t'as effectivement ce truc de des fois le plus gros qui veut
vraiment diriger l'autre, c'est-à-dire qu'il va vraiment changer la direction. C'est-à-dire des gens qui sont là avec un projet et en fait ils vont changer la vision de ce projet. Ça, c'est pas forcément simple, tu vois. Des gens ils sont là parce qu'ils adhèrent à un projet, tu leur changes ce truc-là. Au moment d'un rachat, c'est pas forcément simple. Et t'as aussi des fois le truc de, tu sais, l'obsession de la redondance. C'est-à-dire, tu dis, c'est des informaticiens, on a déjà des informaticiens, il faut qu'on ait moins d'informaticiens, ou il faut qu'ils fassent tout la même chose. Tu vois, genre, ce que tu disais tout à l'heure était intéressant, c'est on a gardé les deux base codes. T'as cette vision, des fois, un peu high level, qui est en dehors de la tech, qui dit, non, en fait, on va merger les base codes, parce que comme ça, tout le monde pourra travailler dessus et tout, et ça paraît plus efficace. Mais en fait, tu casses tellement de pots au passage que, bon, faut se demander, des fois, si l'addition à la fin, elle est pas plus salé que ce que t'espérais, quoi. C'est ça. Et après, c'est vrai qu'il y a des questions, on se pose des mauvaises questions parfois. Par exemple, quand tu as deux sites qui se rejoignent, finalement, il y a quand même des fois tout un tas de rubriques qui sont communes à deux. Et donc la question qui se pose, c'est qui va traiter le voyage, qui va traiter la partie féminin, etc. Et moi, assez vite, je les ai détendus sur un truc, c'est le fait que quand tu fais du web, tu apparais dans Google. Plus on a de position dans Google, meilleur on est. Donc en gros, il y a le Journal des femmes, il y a Madame Figaro, maintenant il y a Gala. Et alors c'est arrivé même, par exemple, tu vois, entre l'Internaute, Journal du Net, Comment ça marche, Le Figaro, etc. Je me souviens d'une année sur les élections présidentielles, on saturait la première page avec que des properties du groupe. Voilà, ça fait partie des petits achievements qui font plaisir. Ouais, non, mais effectivement, je comprends le raisonnement. C'est intéressant, ouais. Et du coup, donc après, tu m'as dit 2015. 2015, vous vendez. Ouais, on revend au Figaro et donc on est combien? On était entre 200 et 250, quelque chose comme ça. Okay. Et moi, il me demande expressément de continuer pendant 4 ans à les accompagner. Donc j'ai continué à les accompagner. J'ai fait le job. Dans la pratique, je les accompagne encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en 2024, 9 ans après, je les accompagne. Sauf que je suis plus salarié. Je suis à part. Je suis plus en mode consultant. Okay. Ce qui me permet parce que moi, ce que j'aime bien, c'est créer des choses. Et donc, le but, c'est de faire un peu de R&D à côté pour lancer des nouveaux projets, quoi. Ok. Trop bien. Et bon, j'ai une petite anecdote sur CCM que je garde pour la fin de l'épisode. Je sais pas si tu la connais ou pas. Je crains le pire. Non, franchement, mais non, mais je sais pas. On va voir. Tu me diras, mais tu me diras si je t'apprends un truc ou pas. Tu me diras. On verra. Et oui, je t'ai pas demandé, mais est-ce que je peux te demander, du coup, pourquoi toi, pourquoi vous vendez en fait? Pourquoi tu décides de sortir, en tout cas, de passer à autre chose? Ouais, c'est une bonne question. Le truc en fait, c'est que moi, ce que j'ai toujours aimé dans ce que j'ai fait, c'est le fait d'apprendre. Je suis passé par toutes les étapes. Ouais. Tu vois, j'ai créé le truc en mode bricolage. Après, j'ai eu mon nom de domaine, j'ai eu mon premier serveur. Après, j'ai commencé à créer la boîte. Premier salarié, deuxième salarié, l'internationalisation, le fait de racheter une boîte, racheter une grosse boîte, et puis on en a racheté d'autres après. Et j'ai tellement vu d'histoires sur des boîtes qui ont réussi à faire un truc extraordinaire, et puis finalement le truc, ils ont un peu perdu de vue ce qu'ils faisaient, et le truc, ça a doucement coulé et c'est devenu juste rien du tout. Et donc, j'avais pas envie de vivre cette partie-là. La partie où tu es très très haut et t'as une audience énorme, c'est intéressant, mais c'est pas la partie qui me fait le plus vibrer. Moi, je préfère, tu vois, je préfère partir de zéro et créer les trucs. Tu vois, quand j'étais petit, mes amis se séparaient en deux catégories. Il y a ceux qui construisaient les trucs en Lego et il y a ceux qui jouaient avec. Moi, je joue pas avec les Lego. Ce qui m'amuse, c'est de construire quelque chose. Une fois que je l'ai construit, je le détruis, tu vois. Mais le côté, je fais une histoire, etc. Non. Les Playmobil, par exemple, ça m'a jamais amusé. Donc, je suis de ceux qui préfèrent les Lego. Donc, je suis un bâtisseur, tu vois. J'aime bien construire. Essayer de faire tenir ensuite, resserrer les boulons d'un gros truc qui marche, ça m'intéresse moins. Et puis il y a toute une partie administrative, etc. Que je sais faire du coup, mais c'est pas là-dedans que je m'éclate. Donc il y avait ce besoin de passer, d'avoir ce check, de dire ok, vendre ma boîte,
c'est fait. Et quand tu transmets une boîte, il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est d'un point de vue charge mentale, quand tu as créé une boîte depuis plus de 15 ans, tu as tous les dossiers, tu vois, tu as un bureau rempli de tous les dossiers, etc. Donc là, tu restes pendant 4 ans. Et après, c'est plus le tien. Donc, t'as transmis le bébé. Tu vois, c'est un peu comme ton enfant. Il grandit, puis un jour, faut qu'il parte de chez toi. Donc là, tu arrives là et tu passes à autre chose. Tu vois, les dossiers, tu les balances et hop, t'as la tête qui est à nouveau vidée. Tu peux commencer à construire le truc d'après en Lego. Voilà. Ok. Non, mais je vois très bien ce truc. Ça me parle pas mal. Ce que tu dis avec tous les dossiers que t'as, c'est tous ces trucs que t'accumules, c'est un peu ces problèmes ou ces sujets récurrents qui, t'es dans une boîte, donc il y a des sujets entre guillemets, qui sont pas très graves, donc tu les règles jamais aussi, tu vois, mais tu les as tout le temps dans un coin de ta tête et des dossiers, il y a des dossiers sympas, les partenariats, les rachats, etc. Et il y a des dossiers pénibles quand je sais pas quoi, un truc au tribunal, un machin, je sais pas qui te fait des problèmes, etc. Et donc ces dossiers-là, ils sont pénibles et ils traînent dans la longueur, quoi. Bon, bonne transition sur les dossiers pénibles. C'est quoi ton pire souvenir dans ta carrière? Mon pire souvenir, le pire souvenir, il vient direct. C'est une histoire un petit peu longue, mais assez incroyable. Donc on est post ministère. On doit être 4 ou 5 dans la boîte. On marche très très fort. On a lancé le site anglais et un jour on reçoit un mail de Google disant vous avez des URL, enfin du contenu qui est copié-collé d'autres sites et il faut le supprimer en fait. Donc c'est un truc qui s'appelle DMCA Takedown Notice. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un contenu chez toi et que tu le retrouves ailleurs, tu peux faire une demande à Google pour qu'il soit supprimé. Et donc Google, il met le pistolet sur la tempe dessus en face et lui dit tu ne me dégages ces contenus, sinon je vais te faire mal, je vais te taper. Et donc on regarde, il devait y avoir 10 contenus qui étaient sur les forums. Évidemment, sur les forums, on a plein d'utilisateurs et les utilisateurs, ils font pas attention au copyright, copier-coller, ils vont copier à gauche et ils collent sur CCM. Donc on supprime ces contenus et en fait quand on supprime ces contenus, on valide auprès de Google le fait qu'on a bien nettoyé et façon Google, tu sais, il y a la petite case à cocher qui dit je reconnais que j'ai bien supprimé ce contenu si jamais il y a un litige, j'accepte que ce soit traité par le tribunal de Santa Clara en Californie. Bon, quand tu coches la case, tu dis oui, bon, le tribunal de Santa Clara, très bien. Donc je coche cette case. 3 semaines après, alors que voilà, tout allait bien, on était en fin d'année, bientôt Noël, et là, on reçoit un nouveau truc alors pas de Google, on reçoit une assignation en justice qui nous dit voilà, vous êtes convoqué mercredi au tribunal de Santa Clara en Californie parce que alors le truc est en anglais américain, tu vois, avec des tampons et t'as des aigles de partout sur le document, le truc à l'américaine. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et dedans on voit le nom de notre concurrent et on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas pour nous ce document. Donc on contacte Google, on dit on a reçu ce machin-là, on comprend pas. Il dit non, mais en fait c'est pas adressé à eux, c'est eux qui vous attaquent. Parce qu'en fait c'est le concurrent qui avait trouvé des contenus chez nous. Et en fait ce concurrent avait essayé de me racheter 2 ans avant et j'avais refusé je trouvais pas ça intéressant ce qu'il me proposait. Il voulait me racheter, disons les choses clairement, il voulait me racheter 1 million d'euros, dont alors 300 000 en cash et 700 000 en échange d'actions. D'accord, ouais. Je veux dire, la boîte, elle gagnait 1,5 million d'euros par an, donc je voyais pas l'intérêt, quoi. Il rachetait toute la boîte en plus en France. Il rachetait tout comment ça marche. Ouais. Et le mec en question, le patron de cette boîte que je vais appeler Alphonse, mais il s'appelle pas comme ça. Donc Alphonse, et il m'invitait au resto, il m'invitait à des soirées de sa grosse boîte, etc. Et
Et donc il était très gentil avec moi, et donc je l'appelle et je lui dis c'est quoi cette affaire, on reçoit un truc, et ça venait de leur filiale aux États-Unis, parce qu'ils avaient c'était une boîte française avec une filiale aux États-Unis. Okay. Il me dit oui, voilà, ils sont très remontés contre toi parce que ils ont vu qu'il y avait des contenus copiés chez toi. Je lui dis ouais, bah on va les supprimer et on va juste se détendre 5 minutes. Et il me dit non, mais moi c'est compliqué, je peux pas vis-à-vis d'eux, je préfère laisser le truc. Et en fait dans la demande, dans le truc au tribunal, il demandait à ce que tous nos sites soient supprimés de Google partout dans le monde. Rien que ça, tu vois. Ah ouais. C'est comme si toi, il disait, voilà, on te supprime de Spotify, de YouTube, de partout. Plus de diffuseurs nulle part, quoi. Et on se dit, waouh, le truc violent. Donc on arrive à trouver des avocats aux États-Unis pour nous défendre. Donc qui commencent déjà par repousser la date de l'audience à plus loin pour nous donner du temps. Et le truc s'approche et on voit pas l'issue. Et donc moi, je développe un petit logiciel pour aller chercher partout chez nous. Donc en gros, je découpe tous nos contenus et je les cherche sur Google et je regarde s'il y a autre chose qui ressort. S'il y a autre chose qui ressort, alors ça m'envoie une alerte, je regarde et je supprime si besoin, pour vérifier tous les copier-coller qu'on avait chez nous vers un de leurs sites. Ça trouve pas grand-chose en réalité. Et tout d'un coup, j'ai un petit éclair tu sais, un petit truc de temps en temps. Tu te dis, merde, attends, j'ai une idée. J'ai une idée, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais prendre nos contenus et je vais vérifier s'ils en ont copié-collé chez eux. Et là, je fais tourner mon robot, mon crawler. Le lendemain matin, je me lève et alors on était bientôt Noël et c'était Noël avant l'heure. Des centaines de contenus de chez nous, pompés de chez nous et copiés-collés sur leur site. Y compris un contenu que j'avais écrit un article sur le copyright, le droit d'auteur, et il avait été copié-collé intégralement par leur rédacteur en chef dans un article. Sachant que mon contenu de comment ça marche a été publié en bouquin chez Duno, et celui-là faisait l'objet d'un bouquin. Donc tu vois, il y avait même pas de débat sur l'origine du contenu. Ouais. Et du coup, parce que j'allais te demander ça, comment tu fais pour savoir que c'est lui qui a copié versus toi qui a copié? Une fois que le contenu il est en doublon, tu vois. C'est compliqué, faut avoir des preuves. Bon, il y a un truc qui marche pas mal, c'est WebArchive, web.archive.org, et généralement c'est lui qui fait foi. C'est-à-dire si tu trouves le contenu chez l'autre avant, tu vois, tu regardes les deux dates, c'est celui qui a la date la plus ancienne qui a la paternité en fait. Mais si tu as une autre preuve, genre un bouquin, bah voilà. Et surtout que l'article du mec est daté. Et tu vois, daté d'une date récente, et toi, tu as publié ton livre il y a 3 ans. Ouais. Donc, il n'y a pas photo. Et donc, petit détail, quand on a reçu cette assignation en justice, Google, à titre conservatoire, nous a coupé nos revenus publicitaires. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils ont une procédure. Donc, dans le DMCA, d'abord, tu fais une takedown notice, la personne enlève. Et puis, s'il y a une récidive, alors ils vont te couper tes revenus AdSense. AdSense, c'est les petites pubs Google que tu mets sur ton site. Ouais. Et donc, on n'avait plus de revenus. Donc là, nous, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on les assigne en France et on demande à Google de leur couper leur contenu. Et on avait 1 mètre de haut de constat d'huissier. Okay. Alors, on en avait gardé un petit peu pour la suite. Et là, il m'appelle, il me dit oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire, etc. Je dis à toi de m'expliquer. Vous avez pompé plein de contenu. Il me dit ouais, non, mais vas-y, on arrête. Je dis ah non, mais maintenant moi Benoît il veut plus. Je lui ai fait la même chose dans l'autre sens, tu vois. Je dis il veut plus, il est très remonté contre toi. Moi je peux pas me. Et lui, il lui avait coupé les revenus mondiaux. Donc il était fou. Il perdait, je vais pas te dire de bêtises, hein, il perdait de l'ordre de 10 000 balles par jour. Ok. Dis-toi bien, 10 000 balles par jour. Donc autant te dire, il a intérêt à réfléchir vite et pas trop traîner. Et donc à la fin, il me dit bon, écoute, je te propose, on arrête, mais tu me dois 10 000 euros de compensation. Je lui dis allez, d'accord, on fait ça, mais toi tu me dois aussi 10 000 euros de compensation. Et donc on a signé un accord et ça s'est arrêté des deux côtés. Chez Google, ils nous ont dit on n'a jamais vu ça parce que c'est monté chez Google à Mountain View aux États-Unis cette affaire.
Ah ouais. Ouais, j'ai posté j'ai fait un post sur LinkedIn là que j'ai épinglé sur mon profil où j'ai toutes les captures d'écran de la plainte où on peut aller voir tout ce qui est dit dessus. C'est lunaire, c'est lunaire. Et donc voilà, cette fois, j'avoue, j'ai eu peur parce que je me suis vraiment dit, on est passé à 2 doigts de se faire supprimer notre boîte qui marchait super bien, quoi. Ouais, c'est à quoi ça tient. Et tu vois, ça fait partie des raisons qui font aussi que tu te dis, ce truc pourrait revenir un jour. Et donc, le jour où tu vends ta boîte, finalement, tu récupères un patrimoine et tu peux repartir de zéro et t'arrêtes le risque, tu vois. C'est un peu comme si t'es dans Qui veut gagner des millions. Est-ce que tu passes à l'étape supplémentaire et tu remets tout en jeu, ou est-ce que tu prends les 300 000 euros? Bah, il y en a, ils vont se dire, 300 000, c'est quand même une somme. Allez, j'arrête. Et il y a ceux qui se disent non, je continue à jouer. Je continue de jouer. Tu vois, donc c'est pareil. Donc quand tu as une boîte, tu joues à Qui veut gagner des millions, et la question que tu dois te poser, c'est au créneau d'après, est-ce que tu vas gagner plus ou tu risques de tout perdre? Voilà. Ouais, parce que tu as cette dépendance aux revenus publicitaires et donc à un tiers et qui fait un peu la loi, quoi. À plein de choses, à Google pour l'audience, tes salariés, le fait que ce que tu fais, un jour il peut se passer un truc qui fait que ça marche plus, tu vois. T'es un constructeur de voitures de bagnoles, et un jour il y a les bagnoles électriques qui arrivent. T'es Google, tu as un bon moteur de recherche, et un jour il y a l'IA générative qui arrive et qui répond aux questions des gens. Et donc même, tu vois, quand t'es Google, tu peux te faire doubler. Quand t'es Facebook, un jour il y a TikTok qui arrive et tu dis ah ouais, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font. Donc voilà, personne n'est à l'abri. Ouais, ok. Ok, bah ouais, elle est pas mal. Je comprends que donc ça voilà, à la question, mon pire souvenir, clairement, c'est celui-là. Et est-ce que j'imagine t'en as, mais si je te demande une expérience marquante de la tech chez CCM, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Il y en a plein. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a le pré-CCM, parce que quand je disais j'avais mes petits serveurs, etc. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu as un serveur physique, alors aujourd'hui c'est des serveurs dans le cloud, donc généralement quand ton serveur il est HS, ça te fait une espèce de respawn de ton serveur et il se recrée à côté. Il y a plus trop de soucis. Mais à l'époque, moi j'avais un serveur physique, j'avais un serveur dédié, et donc ce serveur dédié, de temps en temps, faut faire des mises à jour, tu vois. S'il y a des grosses failles de sécurité, faut que tu passes à la version suivante. Donc moi j'étais sous Linux Debian, donc le truc est quand même super safe, mais par exemple pour utiliser les nouvelles librairies PHP, etc., des fois il fallait la dernière version du kernel, du noyau de Linux. Et donc, une fois comme ça, je lance le truc. Alors moi, en plus, tu vois, je lançais le truc, je recompilais un nouveau noyau et je relançais le serveur. Et une fois comme ça, mon serveur ne repart pas. Et donc, t'es à distance, tu vois, tu lances un ping et t'attends que le ping y réponde. Normalement, au bout de quelques minutes, tu commences à voir le ping qui répond. Et là, t'es là. Genre, t'as le cœur qui bat, c'est bon, c'est reparti, et t'as les connexions qui reviennent et tout. Et là, le ping ne revient pas. Et je me suis dit, ah mince, il y a un truc qui est pas passé. Et donc, tu te dis, là, de l'autre côté, il y a un truc qui est marqué à l'écran, mais tu sais pas quoi, et tu peux pas prendre contrôle puisque le truc, il a plus de connexion. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, je prends mon petit sac à dos, tournevis, un CD de distribution Linux, etc. Donc j'avais mon petit pack magique sur moi, et évidemment j'avais eu la bonne idée vu que je bossais au ministère, c'était forcément les soirs et les week-ends. Ouais. Là en l'occurrence c'était le soir, il était 23h, et donc tu prends ton métro et tu vas au data center. Donc là tu rentres dans le data center, carte d'identité, etc. On vérifie que tu as le droit d'accéder. Et là en fait data center, donc c'est ce qu'on voit dans les films, on voit des longs couloirs tout vides avec plein de LED qui clignotent. Il fait très froid dans les data centers parce qu'il y a la clim à fond. Et ce qu'on voit pas dans les films, c'est qu'en fait il y a toute une faune. C'est comme si t'as l'impression d'être dans le métro, tu vois, avec des clodos, des trucs, etc. Sauf le clodo, c'est toi avec ton sac à dos. Ce que tu dis, c'est que c'est pas en fait, peut-être aujourd'hui c'est différent parce que peut-être aujourd'hui c'est plus désert parce qu'il y a peut-être
des meilleures interfaces d'administration, j'en sais rien. Ah, Là, peut-être, ouais, peut-être. ce que tu dis aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le monde vient faire sa maintenance, en fait, à ce Oui, moment-là, voilà. quoi. Donc tu trouves tous les autres qui sont là avec leur petit CD en train de faire la mise à jour. Parce que quand tu dois faire des grosses mises à jour, tu les fais la nuit en fait. Ouais. Parce que la nuit, il y a beaucoup moins de trafic et donc t'y vas, voilà. Mais après, c'est rigolo parce qu'on s'aide, tu vois. Ouais. Il te manque toujours un truc. T'as oublié le câble qui permet de brancher le truc et là, c'est pas possible. Et heureusement, il y en a un qui l'a. Et donc, bah là, tu t'y vas, tu prends. Il y a un petit chariot à roulettes avec un écran que tu prends pour brancher à l'arrière de ton serveur pour voir ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et là, l'écran te dit, genre, appuyer sur F1 pour continuer, tu vois. Donc ça, best case, t'appuies sur F1 et ça repart. Ouais. Worst case, un message du genre MBR not found. Et en gros, ton disque dur, il y a un truc qui est pas passé et il arrive plus à booter. Et là, tu sais que tu vas passer une nuit un petit peu longue. Et donc, bah voilà, je fais le truc. Alors moi, du coup, vu que je faisais, bon, je m'y connaissais pas trop mal, donc généralement ça repartait, c'est toujours reparti. J'ai jamais eu le cas du disque dur qui est mort, Vraiment, parce que si t'as le disque qui est mort, t'as perdu tout et genre t'as perdu ta base de données avec tous tes trucs, tu vois. T'avais pas de backup à l'époque de ce truc-là? J'en faisais comme ça un petit peu, mais je le faisais, tu vois, à la mano, quoi. Je le faisais à la mano, genre une fois par semaine, je lançais une synchro pour faire un backup. Mais je le faisais. Après, j'avais 2 serveurs, donc je faisais l'un sur l'autre. Okay. Mais genre, t'as un incendie dans le data center type OVH, bah ton serveur qui est juste au-dessus, il part avec. Hein, donc. Même les mecs qu'on mis dans les 2 tours jumelles, bon bah c'était pas assez loin, tu vois. Donc voilà, le truc repart et là il y a les petites LED qui se remettent à clignoter dans tous les sens, ça repart. Ah oui, surtout qu'en plus là je te parle d'un moment où il y avait pas, donc on était avant 2006, donc 2004, 2005, il y avait pas encore les smartphones. Ouais. Okay. C'est-à-dire tu peux pas depuis le data center voir, donc faut que tu ailles sur un autre truc, voir si effectivement tu arrives à te connecter au site. D'accord. Oui, c'est ça. T'avais pas. Ce que je dis, c'est que t'avais pas de connexion. Ouais. Bah, tu me diras, même si t'as un smartphone, je pense qu'aujourd'hui dans un data center, tu reçois pas à l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, toi, tu voulais checker que du monde extérieur, on peut accéder. Ce que tu n'es voilà, pas sûr de l'intérieur. que tout est bien reparti et que tu peux revenir chez toi sans, quand tu reviens chez toi, devoir repartir au data center parce qu'il y a que la moitié qui marche. Excellent. Voilà. Non, mais c'est marrant. Je me demande une question qui me venait comme ça, c'est donc tout le monde accède au data center, tu as une vérification d'identité à l'entrée, mais tu as quand même accès aux ordi de tout le monde à ce moment-là, je veux dire, tu vois, c'est... Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, quand tu vas dans un data center, désormais, il faut que tu aies ta carte d'identité. Il y a comment dire, une vérification biométrique. Ouais, okay. Biométrique, c'est-à-dire que c'est empreinte ou c'est même l'œil, la rétine. Il vérifie que tu es bien la bonne personne. Détecteur de métaux. Okay. C'est-à-dire, comme à l'aéroport, tu passes ton sac, ça passe dans un truc, ils regardent, ils te le font ouvrir. Ah bah oui, ça c'est un tournevis parce que j'ai besoin d'ouvrir le serveur pour accéder au disque dur, etc. Pour vérifier que tu vas pas aller saccager le truc. Et une fois que tu rentres dedans, oui, tu peux devenir fou et casser les trucs, mais tu as laissé ta carte d'identité à l'entrée. Hein, donc, c'est d'être filmé de façon, non Oui, tout est filmé, etc. Et puis c'est aussi... c'est compartimenté, c'est-à-dire toi tu as accès à ta partie. Alors toi tu as accès à ta partie qui sont dans les parties, on va dire plus ou moins publiques du data center, c'est-à-dire il y a ta baie, donc c'est les petits joueurs qui sont à côté de toi. Les gros players, ils ont leur partie privée dans le data center où t'as pas accès. Okay, ouais. La partie qui appartient, bon, pas à Google parce qu'ils ont leur propre data center, donc c'est encore plus simple. Mais genre la partie qui appartiendrait, je sais pas quoi, au Figaro, au Monde, etc. Tu n'y as pas accès à celle-là. Ouais, je comprends. Okay. Parce que eux, ils ont carrément des baies entières réservées pour eux. Ouais, je comprends. Okay. Alors que moi, j'avais un espace, j'avais un U ou 2 U, donc 2 espaces d'unité, dans la baie de mon hébergeur. Et il m'ouvre que cette baie. Les autres sont, en plus, c'est grillagé. Donc il y a que la tienne qui est ouverte. Ok. Ouais, ça doit être sympa c'est moins accessible maintenant, mais je pense que ça doit être sympa de pouvoir visiter un data center là, aujourd'hui. Ça doit être
Ouais, après, je t'avoue, c'est pas ma meilleure expérience. Je suis content aujourd'hui de plus aller dans les data centers non, mais à minuit. parlons en termes de tourisme, tu vois, en termes Ouais. éducatifs, Parce qu'en effectivement. plus, quand tu vas à 23h, t'as le métro. Ouais. Si t'as terminé à 2h du mat, il y a pas de métro, donc tu rentres à pied. C'était une autre époque. Aujourd'hui, on est connecté à AWS. Ouais, il y a plein de trucs pour prendre la main à distance, etc. J'avais même acheté un truc, c'était un rack. Donc ça s'appelait un KVM. Okay. Donc c'était un rack qui était connecté avec des prises réseau. Okay. Et sur ce rack, il y avait des prises clavier, souris, ordinateur que tu branchais sur ton clavier, sur ton serveur, et donc qui te permettait de prendre la main à distance sur ton serveur. C'est-à-dire si ton serveur était crashé, toi à distance, tu avais l'équivalent de ton clavier, ta souris et et l'affichage. Ah ouais, c'était cool en fait, c'était ok, c'était des. Ouais. Ça coûtait un peu cher ce truc-là. Ça devait coûter genre, je sais pas, entre 1000 et 2000 balles avec 4 prises qui permettent d'avoir l'accès. Ouais. Bah ouais, je comprends, mais effectivement, ça t'évite quand même pas mal d'ennuis quoi. C'est ça. Maintenant, si je te demande le meilleur truc que t'aies codé. Ah, le meilleur truc que j'ai codé, bah pour le coup, le meilleur, c'est celui qui bénéficie toute mon expérience, et donc c'est celui que je fais en ce moment. Okay. J'ai lâché PHP pour partir sur Go. Okay. Go, c'est un langage très cool parce que c'est un langage récent qui a été créé par. Je crois que c'est des équipes de Google d'ailleurs qui ont créé le truc à l'origine. C'est pour ça que ça s'appelle Go. Petit hommage à Google. Et en fait, c'est super performant. C'est compilé. C'est un langage structuré. Donc en fait, quand dans ton éditeur, tu déclares tes variables, etc. S'il y a des erreurs, il les voit assez vite. Voilà. Il y a que les histoires de pointeurs où tu peux te faire avoir, mais globalement, si ça compile, déjà, il y a quand même des chances que ça va pas trop planter. Et c'est très très performant. Et il a toutes les librairies qui sont incluses par défaut et qui permettent de faire plein de choses. Et tu peux faire du multitâche. Enfin voilà, c'est. Et donc je développe avec ça une application qui s'appelle Around Us. Alors je fais le back-end en Go. Okay. D'accord. Et ensuite, l'application, je la code en Swift pour l'application iPhone, en Kotlin pour l'application Android. Okay. Et donc, c'est moi qui fais tout et je fais la partie web, pour le coup, HTML, CSS, Vue.js. Okay. Et donc, je fais le grand écart entre tout ça. Ça fait beaucoup de techno, ouais. Voilà. Et pour développer ça, j'utilise à outrance l'IA générative. Okay. Moi, j'utilise ChatGPT. J'ai essayé un peu les autres, Claude, etc. Et voilà, je trouve ça moins performant. Okay. Et donc, je code, je lui donne, il regarde mon code, il me fait des recommandations pour l'améliorer. Okay. Il me fait même en fait, quand tu codes, imaginons tu fais une fonction. Une fonction, c'est quoi? C'est un truc qui attend des choses en entrée et qui te sort quelque chose en sortie. Ouais. D'accord. Pour chaque fonction, tu peux créer ce qu'on appelle un test unitaire. C'est-à-dire, tu lui donnes plein d'exemples de choses en entrée et tu vérifies que la sortie, elle correspond. Le but, c'est de t'assurer que ta fonction fait bien ce que tu attends d'elle, d'accord? Et c'est surtout, des années après, quand tu modifies ta fonction, ouais, sans faire gaffe, des fois, tu la casses. Bien sûr. Et si tu la casses, il n'y a plus rien qui marche. Et tu te galères pour aller trouver. Donc, ça crée des bugs en prod. Et donc, ChatGPT m'aide à faire les tests unitaires. Okay. Donc, je développe avec lui. Il me crée les tests unitaires. Okay. Je vérifie que ça marche. Et ensuite, grâce à lui, j'améliore mes fonctions. Okay. Donc, il les rend plus performantes. Il va vérifier qu'il n'y a pas des problèmes de sécurité, etc. Okay. Et vu qu'il m'a fait les tests unitaires, ouais, je suis assez serein parce que je vérifie tout au long du truc qu'il va pas m'introduire des erreurs. Régressions, ouais, okay. Exactement, des régressions. Mais du coup, il est connecté. Là, ChatGPT, il est connecté à ton IDE en fait. Et Non, alors j'ai un IDE qui est connecté à une certaine IA. Donc moi, j'utilise les IDE de chez JetBrains. C'est ceux qui font Android Studio. Ouais, okay. Et pour Go, ça s'appelle Golang. Ouais. Voilà. Donc ils ont leur petite IA à l'intérieur, mais c'est juste ça te fait de l'autocomplétion. Ça fait gagner du temps, mais non, moi je fais copier-coller de mon code et je mets dans ChatGPT.
Donc j'ai commencé. Alors moi, ChatGPT, enfin GPT, je l'utilise. Ça fait déjà plus de 2 ans que j'utilise. Ok. J'utilisais avant même qu'il y ait ChatGPT en fait. Donc ça fait. J'ai une longue histoire avec ce truc-là. ChatGPT, il y a 1 an, si tu lui mettais plus de 300 lignes de code, il pétait les plombs. Ouais, ok. Il te claquait une erreur comme quoi c'est trop long, etc. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça oblige à faire des fonctions qui sont très courtes et de faire des fichiers qui sont bien séparés les uns des autres. Et quand tu codes bien, normalement, t'évites d'avoir un fichier avec 1000 lignes, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Du coup, tout a bien été structuré comme ça. Je lui donne les bouts de code et il fait le boulot. Maintenant, c'est encore plus facile parce que la fenêtre de contexte, donc le volume que tu peux lui envoyer en entrée est énorme. C'est-à-dire quand j'ai démarré l'année dernière, c'était 4000 tokens. Donc, on va dire 4000 instructions, on va dire. Donc 300 lignes. Maintenant, c'est 128 000. Ok. Donc, je peux lui balancer quasiment tout mon code, ça irait. Je le fais pas parce que ça sert à rien. Donc, généralement, je lui donne vu que j'ai bien découpé le truc et que c'est, comment dire, il y a une séparation des concerns, comme on dit. C'est-à-dire chaque bout de code fait que ce qu'il a à faire et puis l'autre est injecté. Normalement, si je travaille sur une partie, il a pas besoin de connaître le reste. Et un truc qui est cool aussi, c'est qu'il nomme super bien toutes les fonctions, toutes les variables. Donc du coup, si tu lui donnes la fonction, déjà toi, t'arrives juste en lisant, t'arrives à comprendre. Et vu que c'est une question de sémantique, lui comprend directement ce que fait ton application. T'as pas besoin de tout lui réexpliquer. Donc c'est lui qui fait les noms de variables. Parce que les noms de variables sont clairs, il comprend. Ouais, tu vois, généralement quand t'es un développeur junior que tu commences, tu mets des noms de variables à 2 balles, tu vois, I, J, X, et derrière tu comprends plus rien. Lui, il te mettra jamais une variable comme ça. Il te met des noms super explicites en anglais. Donc voilà, mon nouveau code dont je suis fier, c'est celui-là. Plus, c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est back, et donc mon back en Go est très cool. Et en fait, c'est plein de petits serveurs qui sont connectés les uns aux autres. J'ai des workers, voilà. Et du coup, ça marche super bien. Et tout ça fonctionne sous un machin qui s'appelle Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est un orchestrateur, je sais pas quoi, de Docker en fait. Donc j'ai tous mes petits Docker qui sont comme ça. Je compile mon Go. Je l'embarque dans une distribution. Donc moi, j'utilise une distribution très sympa qui est inconnue du bataillon, qui s'appelle Distroless. Distroless, c'est une distribution Linux où il y a plus rien. C'est-à-dire ils ont tout enlevé. Il n'y a pas de ligne de commande, il n'y a pas de prompt, il n'y a pas de telnet. Tu vois, tous ces trucs, tous les services ont été virés. Donc la seule chose qui tourne dessus, c'est mon code qui est ouvert sur un port. C'est un operating system hyper brut, en fait, ça va aucune appli installée, quoi. Rien du tout. Juste les basiques qui permettent à ton code d'accéder au disque dur, à la mémoire, etc. Ça veut dire que si quelqu'un arrivait à me faire un buffer overflow ou un truc qui permette d'accéder à au système, bah il accède au système, mais il peut rien faire, tu vois. Il peut pas envoyer d'instructions parce qu'il y a même pas l'interpréteur de commande. Et du coup, tout ça fait que tout mon code, tout compris, ça doit faire moins de 50 mégas avec le système. Et donc, c'est plein de petits systèmes qui sont comme ça et qui sont orchestrés. Si jamais j'ai un problème sur l'un d'entre eux, il me le tue, il en crée un nouveau. D'accord? Et donc, c'est Kubernetes qui gère ça. C'est ça. Et donc, quand je publie, par exemple, si je fais une mise à jour, il va m'éteindre un serveur, mettre le nouveau, éteindre l'autre, etc. Et le load balancer fait que pendant qu'il fait ça, il n'envoie pas le trafic à cet endroit-là. Donc t'as vraiment des déploiements, ce qu'on appelle les zero downtime, en fait. C'est ça. Et tu vois, dans le genre très cool, si tout d'un coup, c'est arrivé là, il y a 15 jours, il y a France Info qui a parlé de Around Us. Et donc, j'ai eu des centaines de milliers de connexions simultanées. Et ben là, il a créé automatiquement plein de petits serveurs supplémentaires pour absorber la charge. Donc, tu vois, le temps qu'il y ait la grosse charge, il crée les serveurs. Et une fois que la charge a baissé les jours d'après, bah, petit à petit, il est revenu à un nombre de serveurs minimal. Donc, moi, le minimal, je crois que j'en ai 4. Voilà. 4 au minimum. Et dès qu'il y a un peu de trafic, il en rajoute un, puis un, puis un.
Ouais, donc t'as un truc quand même, t'as une infrastructure impressionnante. Je veux dire, t'as Ah des ouais, microservices, ouais. tu gères l'infra, t'as les 2 applis en 2 langages différents, le back et tu fais le web. Ça fait quand même, t'as un bon boulot à temps plein fois 3, quoi. C'est ça, j'ai de quoi m'occuper. Et puis derrière, il y a plein de trucs, hein. Il y a base de données, il y a du Redis, enfin voilà, il y a plein de trucs, mais c'est assez cool à gérer. Et du coup, t'avais CCM, il y avait pas d'app mobile, si? Pas trop, non. On a un peu raté ce virage, j'avoue. Mais du coup, ça veut dire que t'avais pas d'expérience là-dessus, et aujourd'hui, la prise en main, Ah ouais, maintenant je parle nativement le Swift et le Kotlin. Swift, c'était pas très compliqué. Alors déjà, j'ai un iPhone, donc peut-être parce que derrière il y a toute la logique qui va avec, d'accord. Android, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que il y a il y a beaucoup plus de devices, tu vois. C'est moins. Ouais, il y a plein de devices avec des formats différents, etc. Il y en a qui ont une encoche en haut, il y en a qui n'ont pas d'encoche en haut. Il y a un bouton physique, d'autres il n'y a pas de bouton physique. Il y en a qui ont des appareils photo, d'autres qui n'ont pas d'appareil photo. Enfin, c'est un bazar sans nom. Du coup, et derrière, le code qui va avec est aussi très beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué, tu vois. Forcément. Ouais. Du coup, j'ai un peu plus galéré. Et puis en Kotlin, la façon de faire les interfaces, il y a eu plusieurs évolutions. C'est-à-dire qu'en gros, au début, tu déclarais tes interfaces en XML, et maintenant il y a un truc qui s'appelle Jetpack Compose. Et en gros, c'est des fonctions. Avec des fonctions, tu déclares ton interface. Donc tu dis par exemple, je crée une boîte. Donc j'ai une fonction qui s'appelle box. Et dedans, si tu veux faire une ligne, bah tu rajoutes une fonction qui s'appelle row. Et si tu veux une colonne, tu rajoutes une fonction qui fait colonne. Donc, t'embriques tout ça, une fonction qui appelle une fonction, et ça te crée ton interface. Le problème, c'est que ChatGPT, il a appris tout ça, mais il mélange tout. Donc, des fois, il te met un bout d'un truc, un bout de l'autre, etc. Donc, au début, j'étais perdu, je comprenais rien. Et puis maintenant, je lui dis, OK, tu utilises Jetpack. Et quand je lui dis quoi utiliser, Ouais, t'es obligé là, c'est un endroit où il faut plus le guider, quoi. Faut plus le guider, alors que sur Swift, ça se passe plus tout seul, en fait. Il y a moins de legacy, il y a moins d'historique de plein de versions différentes de fonctions. Et tu vois, sur Android, ils arrêtent pas de mettre à jour. Donc, des fois, une fonction, ça prend 2 arguments. Et puis, ils la font évoluer. Il y en a un 3e, puis ils abandonnent le 2e. Et du coup, c'est un mix de tout ça. Et du coup, c'est un peu galère des fois à coder. Go, qui est un langage plus récent aussi, il y a pas ce problème-là. Le truc, tu lui dis, sors-moi le code, il te l'envoie direct, tu essayes, ça marche. Voilà. Ok, impressionnant, ouais. Ok. Bon, bah, trop cool. Tu nous as pas dit juste ce que ça faisait Around Us en 2 mots. Ah, Around Us. Donc, Around Us, c'est une app. Voilà. Imagine une app qui te permette d'aller découvrir toutes les choses cool autour de toi. Okay. Quand tu ouvres une carte normale, genre Google Maps, tu as tous les points d'intérêt dedans. Déjà, juste le nom de points d'intérêt, il y a intérêt dedans, mais en fait, c'est pas intéressant, les points d'intérêt. Il y a 200 millions de points d'intérêt, il y en a 1% qui sont intéressants. C'est-à-dire, quand tu vas te balader, t'es en voyage, t'ouvres, tu es, je sais pas quoi, tu vas à Nantes, t'ouvres, et ça te dit, là, il y a un coiffeur, là, il y a toilettage pour caniche, là, il y a une clinique vétérinaire, à côté, il y a chez Josiane, secrétariat, etc. Tu t'en fous de ça. Donc, en fait, moi, j'ai tout enlevé, et j'ai laissé que les points d'intérêt intéressants, en faisant en sorte que les plus intéressants soient plus gros et moins intéressants soient plus petits. Donc, il y en a 10 millions dedans. Donc, j'ai des crawlers qui vont récupérer tout ça. Et ensuite, quand tu vas sur un point d'intérêt, ça te donne les infos sur ce point d'intérêt. Donc là, pareil, je prends plein de données ouvertes et grâce à l'IA, je génère, on va dire, l'équivalent d'un audio guide. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore en son, mais je suis en train de travailler dessus. Et le but, c'est, tu vas à côté tu vois une statue, tu cliques et il va te dire, tiens, la statue, elle a été créée à tel endroit, etc. Et donc, tu as des filtres, tu peux voir que les, je sais pas quoi, les ponts, les tours inclinées, etc. Et elle a déjà été téléchargée 1 million de fois. Ah ouais. Ouais, dans le monde. Elle est déjà en 8 langues. Okay. Elle est déjà en 8 langues. Et donc, voilà. C'est un peu, on va dire, c'est comme si imagine, tu vas dans une forêt. Tu vas chercher des champignons. Bah, c'est la galère de chercher les champignons.
Et maintenant, t'enlèves tous les arbres, t'enlèves toutes les fougères, bah tu vois tous les champignons qui sont là. Bah c'est un peu pareil. Mais surtout, ce qui est très cool dans ce que tu dis, je trouve, c'est que donc ce que t'appelles les points d'intérêt, c'est surtout les trucs historiques a priori. Ouais, en gros, tout ce qui est culturel, tout ce qui est naturel. Donc une cascade, un beau pont, un musée, voilà. Ah, les points de vue. Ça c'est j'en ai plein. Par exemple, tu vois, quand tu vas quelque part, imaginons tu vas, je sais qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple. Bah tu veux voir la Tour Eiffel. Ouais. Si tu vas au pied de la Tour Eiffel, c'est cool, mais tu la vois pas bien, la Tour Eiffel. Ah, ok, d'accord. Tu vois? Et en fait, il y a plein d'endroits, il y a plein de rues à Paris où tu as des super points de vue sur la Tour Eiffel. Okay. Et vaut mieux la voir de cet endroit, ou le Sacré-Cœur, c'est pareil. Ouais. C'est plus joli à voir de loin avec le bon point de vue qu'à l'endroit même où tu es. Compris, ok. Voilà. Excellent. Non, ce que je trouvais cool aussi, c'est ce que tu disais sur la notion d'audio guide et de, tu vois, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, si tu visites tout seul, tu vas avoir des trucs historiques, même des points d'intérêt qui n'ont pas forcément une histoire de fou, mais en fait, si tu arrives à mettre un petit peu d'explications dessus, des anecdotes, des trucs, ça peut. Ouais, il y a des anecdotes justement. Ouais, bah, je pense que ça, c'est pour chaque point d'intérêt, je lui fais générer 5 trucs. Je lui fais générer une description pour savoir ce que c'est, un petit peu d'histoire, mais à chaque fois c'est une ou deux phrases. Ouais, okay. C'est-à-dire, moi ça me saoule quand je vais sur Wikipédia et tu vois t'as 10 pages de texte où ça t'explique. Alors voilà, les Romains ils ont fait ça et puis ensuite non. Enfin, j'ai pas besoin de toute l'histoire, tu vois. Je veux juste les grandes dates. Donc, je fais ça. Côté pratique, ça va te dire comment y aller. Est-ce qu'il faut, je sais pas, mettre des chaussures spéciales pour aller voir ce lieu ou je sais pas quoi. Question culture. Et il y a le saviez-vous. Le saviez-vous, c'est un truc un peu ésotérique. C'est te dire, ça va te dire, par exemple, est-ce que vous savez que dans la Tour Eiffel, il y a plus de 1 million de boulons. Voilà, tu savais pas. Moi, je sais plus ce que c'est. Le truc que je connaissais sur la Tour Eiffel, c'est qu'il faut la repeindre régulièrement et qu'il y a je sais pas une tonne de peinture pour la repeindre. C'est ça. Alors c'est vrai que la Tour Eiffel, elle mériterait beaucoup d'anecdotes à elle seule. Ouais, je pense. Tu pourrais faire un générateur. Mais ça va au-delà de la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'en gros, il y a la Tour Eiffel, évidemment, mais si tu es à la Tour Eiffel, ça va te montrer plein de petits trucs cachés qui sont autour. Et donc, même si tu es dans un patelin paumé au fin fond de la France, moi, j'ai ma belle-mère, elle a une maison vers Chartres, et on a découvert qu'à 300 mètres de chez nous, il y avait un menhir, tu vois, on savait pas. Ouais, donc, elle te révèle les trésors cachés, comme on dit. Trop bien. Bon, écoute, ça a l'air trop bien. 1 million de téléchargements, c'est déjà un succès. Je vais dire, je souhaite beaucoup de succès, mais c'est déjà Ouais, c'est beaucoup, mais après, moi, je viens de CCM Benchmark, où on faisait 24 millions de visiteurs uniques par mois et 1 million, on les fait par jour. Là, c'est les téléchargements. Téléchargements, c'est pas des utilisateurs connectés en direct. C'est-à-dire qu'en gros, dans la journée, je suis plus à 20-30 000 utilisateurs. Et ce sera un succès quand j'aurai 1 million de personnes par jour. Connectés en même temps. Voilà. Okay, ça marche. Bah, t'as une métrique au moins. C'est ça. Écoute, trop cool. Je voulais te demander ta plus grosse bêtise de dev. Ma plus grosse bêtise de dev, il y en a plein. Hein. Moi, je suis un peu comment dire, je suis un peu un violent. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que je disais à mes développeurs, je leur disais, le pire, c'est de pas mettre à jour. Ouais. Il y a plein de sites, en fait, qui deviennent rien parce que ils osent pas changer les choses, tu vois. Ils ont peur de casser quelque chose. Notamment le référencement. Tu sais, quand tu as un site qui marche bien en SEO, tu te dis, oulala, si je le modifie, peut-être qu'on va perdre du référencement. Et du coup, ils sont tétanisés, ils font plus de mise à jour. Donc moi, je leur dis, allez-y, faites des mises à jour, créons des nouvelles fonctionnalités, etc. Je leur dis, au pire, vous cassez tout. Ouais. Si vous cassez tout, c'est pas grave, on n'est pas une banque. Donc les gens, allez, au pire, pendant quelques minutes, ils ont plus accès à nos sites. Ouais. C'est pas méchant. Bon, en plus, on est derrière ce qu'on appelle des CDN. Les CDN, en fait, c'est des serveurs de cache. C'est-à-dire, quand tu appelles comment ça marche, tu appelles ces serveurs-là qui regardent s'ils ont une version en cache de la page. S'ils l'ont, ils te l'envoient direct. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. S'ils l'ont pas, ils la demandent et ça la renvoie. Et donc, quand tu es en panne... Juste pour ajouter un truc là-dessus, ils font un truc qui est cool aussi, c'est qu'ils sont distribués. Donc toi, en plus, ça devait être utile. C'est ça. Et en plus, c'est distribué. Donc, c'est-à-dire, à côté de chez toi, tu as toujours un petit serveur de cache qui va te répondre rapidement.
Donc, si par exemple tu es à Marseille et que tu accèdes à comment ça marche et que le serveur de CCM il est à Paris, bah en fait c'est un serveur de Marseille qui va te répondre. Donc du coup, je suis assez détendu sur ce côté-là, si bien que même moi, ça m'arrivait de faire des mises en prod. C'est-à-dire qu'en fait des fois je développais ma fonctionnalité, je testais vite fait que ça marchait sur mon interface en dev. On a une pré-prod, mais je prenais des fois même pas le temps de vérifier la pré-prod, et boum, je balançais mon hotfix en ligne. Donc ça m'est arrivé comme ça d'aller casser un peu quelque chose. La seule chose, c'est que souvent, je vérifie quand même derrière que ça fonctionne. Après, publier, tout le monde dit oui, le vendredi, il faut pas faire de mise à jour. Moi, je fais des mises à jour le vendredi, j'en ai fait le samedi, j'en ai fait le dimanche, j'en fais la nuit. Non, le pire que j'ai fait, mais c'était il y a longtemps, c'était avant même, c'est avant même d'avoir une équipe, j'étais tout seul. Quand j'avais ma newsletter sur CCM, c'est moi qui gérais. Je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien tout faire. Le forum, je l'ai développé moi-même, et donc mon outil d'envoi de newsletter, c'est moi, j'ai fait le code où en fait ça va en base de données, ça prenait les mails et ça envoyait le mail à 1, puis 2, puis 3, puis 4. Sauf qu'arriver à plusieurs centaines de milliers de personnes, si je le fais un par un, ça prend un temps fou, tu vois. À chaque fois, il attend que le serveur distant il ait reçu le truc, le SMTP là, et ensuite il envoie le deuxième. Et un jour, je me suis dit, ouais, j'ai une super idée. Plutôt qu'envoyer un par un, je vais mettre en copie cachée par l'autre 250. Et comme ça va aller 250 fois plus vite. Donc, tu vois, au lieu que ça me prenne une nuit, ça va me prendre quelques minutes. Cool, je développe mon truc, donc je fais une boucle, et dedans, je remplis, j'envoie à 255, et ensuite, je vide ma boucle, et je fais les 255 suivants. Donc, très cool et tout. Et en fait, souvent, quand tu codes et que t'es jeune, t'as un excès de confiance en toi, tu vois. T'as l'impression d'être un dieu et tout ce que tu fais, ça marche. Et donc, j'y vais, je publie mon truc en ligne. Et là, je crée ma newsletter et là, envoie. Et ça envoie. Je reçois mon mail. Alors moi, j'avais l'ID, je sais plus quoi, donc je reçois le truc. Pas de souci. Alors non, d'abord, je faisais le test sur moi. Donc, j'ai fait le test sur moi. Ça marchait. Et donc, je me suis dit, si ça marche sur moi, j'envoie à tout le monde. Et donc, c'était plusieurs centaines de milliers. Et en fait, le truc, c'est que j'avais fait une petite erreur dans mon code. Au lieu que ça mette 255, puis ça envoie, ça mettait le premier, ça envoyait, puis ça mettait un deuxième et ça envoyait au premier et deuxième, puis premier, deuxième, troisième. Ce qui fait que le premier se recevait 255 mails. Donc ça a pas l'air. Bon, déjà ça faisait gros volume d'envoi, et ça j'ai lancé le soir et je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille et je vois ma boîte aux lettres remplie. Alors déjà, alors à l'époque en plus je recevais les mailers Daemon, les machins, le mec qui dit qu'il est en vacances, etc. Donc j'avais fait un robot qui les nettoyait, mais il restait plein de trucs, et j'avais plein de gens qui disaient vous m'avez envoyé votre mail en 10 exemplaires. Et puis un autre, il dit en 100 exemplaires. Et il y en a un autre en 32 exemplaires. Et en fait, le problème en plus, c'est que j'ai des boîtes qui m'avaient bloqué parce que du coup, ils pensaient que c'était une attaque, tu vois. Donc j'ai corrigé et j'ai renvoyé un mail à chacun en disant l'objet du mail, c'était mea culpa. Et donc j'ai joué le truc en disant voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai fait une mise à jour, j'ai voulu faire ça, j'ai pas vérifié avant, j'ai été bête, je m'excuse. Et donc les gens étaient super sympas, c'est bien de voilà. Et donc voilà, ma pire bêtise, c'est ça reste gentil. J'ai jamais eu le cas où j'ai perdu genre tous mes mails ou je sais pas quoi. Je fais quand même assez attention à ces trucs-là. J'ai jamais eu le cas où je me suis fait voler mon nom de domaine. Donc j'ai quand même eu de la chance. Tu t'as jamais eu de hack majeur sur CCM, constamment, on a des mecs qui font des dénis de service, etc. Mais en plus, vu qu'on est derrière les CDN, ça nous fait rien du tout. On a une fois un mec qui a réussi à trouver une faille sur un serveur, et il a rien trouvé de mieux que d'installer un serveur, je crois que c'était Minecraft. Ou World of Warcraft, je sais plus. Et en fait, il avait un serveur MySQL associé, sauf qu'en fait, quand son serveur de base de données s'est lancé, il a coupé le nôtre.
Et donc, nous, il y a une alerte qui est arrivée chez les administrateurs système. On a vu ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? On s'est connecté. On a vu qu'il était là. On l'a pas dégagé direct. On a vérifié. On est allé regarder son historique pour voir ce qu'il avait lancé comme commande. Okay. On a trouvé la faille. On l'a corrigé. On a ensuite éteint son truc, relancé, et on lui a mis un coup de pied aux fesses et il est jamais revenu. Donc j'ai eu ça, et j'ai un autre truc aussi, c'est on a du coup vu qu'on a des forums, il y a plein de mecs qui arrivent et qui font du spam, tu vois. Ouais, la pub en fait, c'est ça où ils font. Ouais, ils te mettent un lien vers des trucs de pilules de Viagra, des films X, je sais pas quoi, ouais. Et quand ils le font en plus, ils t'en mettent des milliers dans la nuit. Okay. Donc on avait ça régulièrement. J'avais mis en place des mécanismes pour empêcher qu'ils puissent poster. Mais en fait, quand tu les empêches de poster, les mecs ils sont malins et puis ils arrivent à trouver une autre manière de le faire. Ils contournent, tu vois. Et le truc le plus cool que j'ai inventé là-dessus, c'est que j'ai fait en sorte que quand les mecs ils publient du spam, c'est supprimé. Okay. Mais c'est marqué comme supprimé. Mais eux, quand ils vont dessus, ils le voient. C'est-à-dire qu'ils ont un petit cookie. Et donc, quand ils vont sur le truc, eux, ils regardent et ils voient tout leur spam, donc ils sont super fiers. Sauf qu'il y a que eux qui le voient. Et vu qu'ils pensent que le spam est là, ils essayent pas de contourner. Ils le refont pas 10 fois, ouais. Exactement. Okay. Donc voilà, rien. Sinon, j'ai rien eu de bien méchant. Non, mais c'est marrant ça. Et du coup, c'était en local en fait. C'était toi, tu supprimais vraiment le contenu de ton côté et juste en local, ils l'avaient sur leur cookie. C'est-à-dire s'ils allaient sur un autre. Enfin, oui, j'ai. Ouais, non, s'ils venaient depuis un autre ordinateur, ils voyaient pas. Ouais. Parce que après, c'est difficile à détecter sur un ordi, mais oui, donc c'était plus. Mon point, c'était plus. Est-ce que j'avais peut-être un truc compliqué où tu le marques en DB comme supprimé. Ah, si on a. En fait, après, on a fait ça. L'intérêt de faire ça, c'est qu'il y a une espèce d'apprentissage. C'est-à-dire que ça nous permet de voir ce qui s'est passé, et après, on va encore ajouter des règles supplémentaires. Okay. Et en fait, les modérateurs de CCM, ils ont une interface où ils ont des outils magiques, ils peuvent bloquer même des ranges d'IP, ils peuvent bloquer des IP entières, bloquer des mots-clés s'il le faut. Et en fait, une fois qu'un mec a été bloqué pour un truc, ça s'étend progressivement à tout. Donc, petit à petit, tu vois ce que je veux dire, ça se propage. Ouais. Et même si la première règle ne s'applique plus, il continue à être supprimé quoi qu'il arrive. Ouais. Okay. Intéressant. On arrive un peu au bout. Jeff, j'ai une dernière question pour toi. Si je te demande un sujet sur lequel tu as une opinion tranchée, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Une opinion tranchée. Ah si, j'en ai une potentiellement. C'est comment dire. Souvent les devs, j'ai cette discussion avec pas mal de gens que je connais. Ouais. Moi, je développe avec l'IA, d'accord. Ouais. Il y a plein de devs, ils aiment pas développer avec l'IA parce que pour eux, ils considèrent que c'est du mauvais code. D'accord. C'est mieux le vrai code où tu as appris bien les bases, etc. Moi, il se trouve que j'ai appris les bases et maintenant, j'utilise l'IA. Ce que je pense, c'est que grâce à l'IA, il y a toute une nouvelle génération de personnes qui vont réussir à coder, comme moi, par exemple, en Swift ou en Kotlin, alors qu'ils n'auraient pas pu avant. C'est-à-dire qu'en gros, si tu le veux, l'IA, c'est comme si tu avais un espèce de petit génie à côté de toi qui va t'aider, qui va éviter que tu. En fait, ce qui est pénible quand tu commences à coder, c'est quand tu galères sur ton truc marche pas. C'est-à-dire que tu passes 1 jour, 2 jours, tu comprends pas et tu jettes l'éponge, tu vois. Ouais. Là, t'as plus ce côté-là. Tu jettes pas l'éponge parce que tu lui montres ton code et il te dit bah oui, là t'as oublié un point virgule à tel endroit, ou là t'as oublié une instruction et du coup ça tourne en boucle. Et en fait, non seulement il te montre là où est l'erreur, mais il va t'expliquer pourquoi il y a cette erreur et comment ne pas faire en sorte qu'elle soit là. Du coup, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, comment dire, avant, tu sais, on disait l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. T'as déjà entendu? Ça, c'est nos parents, nos grands-parents. Pour être un bon travailleur, faut bûcher, faut se lever tôt, faut qu'il y ait de la douleur, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'avenir appartient à ceux qui savent poser les bonnes questions et qui ont en tête ce dont ils ont besoin. Et en gros, si tu es capable d'expliquer ton besoin, alors l'IA va t'aider à le faire. Et l'IA, je pense qu'elle va pas enlever notre travail, parce que l'IA toute seule, tu vois, tu mets l'IA dans un coin, elle va pas développer Around Us, elle va pas se lever en disant tiens, si je faisais Around Us. Faut qu'il y ait un mec qui ait cette idée.
t'as cette idée et derrière l'IA, c'est comme un exosquelette. C'est-à-dire exosquelette, tu vois ce que c'est? C'est les machins que tu mets sur toi et t'as une force de super-héros. L'exosquelette, tu mets tout seul par terre, il fait rien. Tu le mets sur toi, tu deviens beaucoup plus fort. Et donc pour moi, l'IA générative, c'est ça. Ça va permettre à des tas de gens, même tout seul, d'arriver à faire des trucs qui étaient réservés aux géants. Ok. Intéressant. Moi, je me rappelle un peu ce qui me parle dans ce que tu dis principalement, c'est ce côté, moi, quand j'ai voulu commencer à coder, je me rappelle, en fait, j'avais envie de faire des trucs, tu vois, et en fait, à l'époque, les trucs de code, c'était un livre de C ou d'assembleur, tu vois. Et en fait, c'était hyper frustrant. T'es là, tu fais quoi? T'apprends à additionner des chiffres, tu sais pas ce que tu peux faire avec ça. Et c'est vrai que dès qu'il y a eu, notamment le PHP, les sites web et tout, tu vois, là, tu voyais l'impact de ton code, en fait. C'est ça. Tu voyais. Et je pense que l'IA, c'est un peu ça aussi, ça te permet plus vite de faire des choses où tu vois l'impact. Et donc, t'as beaucoup de gens qui sont aussi motivés par pas juste la théorie et l'impact de ce qu'ils font. Donc, exactement. Et puis, c'est juste une attraction de plus. Tu vois, moi, je code en Ruby on Rails, c'est pareil. Tu regardes Ruby on Rails par rapport à, même PHP aujourd'hui, par rapport à PHP quand on a commencé, tu vois, ça n'a rien à voir, en fait. C'est beaucoup plus, voilà. Donc, voilà. Je pense qu'il faut s'adapter. Je pense qu'effectivement, les développeurs de demain auront des habitudes bien différentes que celles qu'on a nous, quoi. Je vais finir avec mon anecdote avant de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu connais Alexandre Cazès ou pas? Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, ce nom. Parce que donc ce gars-là, c'est, je l'avais mis sur LinkedIn. En fait, ce gars-là, c'est un type qui était à la tête d'une marketplace du dark web, en fait, d'une vente de drogue, vente de D'accord. Et qui était devenu monstrueux. Hein. Alphabet, à un moment, c'était la plus grosse marketplace. Et en gros, donc je disais, j'ai lu un bouquin là-dessus et tout. Et ce type-là était hyper caché derrière toute la partie anonymat, en fait. Il avait tout bien fait pour qu'on puisse pas le retrouver. Ouais. Et donc évidemment, à un moment, aux États-Unis, ils se sont intéressés à lui. Et la petite histoire, c'est qu'en gros, comment ils l'ont retrouvé, c'est que c'est des enquêteurs du DEA, donc l'anti-drogue, je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, ok. Aux États-Unis, qui en fait ils reçoivent un mail d'une source anonyme qui leur dit, en fait, l'administrateur de site, aujourd'hui, il fait plus d'erreurs, mais au tout début de son site, il a fait une erreur, c'est quand tu t'inscrivais sur son site, tu recevais un mail où il y avait son mail à lui en reply tout, tu vois. Donc, donc, les gars ont ce mail-là, qui c'était Pimp Alex 91, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, donc, les enquêteurs, ils ont cherché à partir de ce mail qui était cette personne. Et une des sources qui leur a permis de trouver le vrai nom, la vraie identité, c'est CCM, en fait. Non. Si, en fait, sur CCM, t'es sûr? Sûr. Alors, non, j'ai vu la page du Skyblog, mais oui, je suis sûr, c'est cité partout, tu vois. Ils disent que sur CCM, en fait, il avait participé au début dans les forums, justement, il avait des messages. Ça me dit quelque chose, remarque. Je regarderai dans mes, tu regarderas si tu retrouves dans les archives ce mail, Moi, je garde tous mes mails. Je me souviens d'un truc une fois, effectivement. Alors, souvent, on est contacté par la police, la gendarmerie, etc. On nous demande l'adresse IP de tel truc, etc. Notamment sur le site santé, on a le site santé médecine et ça arrive surtout à Noël et 1er novembre. On a, tu sais, des gens qui disent je veux me suicider ou je sais pas quoi, et on a tout un process où quand il y a un message comme ça, il y a une alerte et c'est automatiquement envoyé à un truc qui s'appelle Pharos. En gros, Pharos, je crois que c'est un organe de la gendarmerie nationale qui traite ces cas-là. Et en fait, ils prennent le truc, ils ont l'adresse IP, ils repèrent la personne à qui ça appartient et ils envoient direct quelqu'un comme ça. Ah ouais, je savais pas, c'est ouf. Et ça nous est arrivé, on a déjà eu un message d'une maman qui nous a dit merci parce que ils sont arrivés les mecs et la fille était en train de se pendre et ils l'ont détachée avant qu'il se passe un truc quoi. Okay. Et donc heureusement ils ont réussi à la sauver, tu vois. Ah, je savais pas, ça, c'est incroyable. Et on a eu des demandes comme ça il me semble qu'on a dû avoir un truc, je sais pas si c'était FBI ou autre. Alors généralement, on demande, tu vois, enfin, faut vraiment que ce soit une réquisition, c'est-à-dire quelqu'un nous demande l'adresse IP, on la donne pas. On demande une réquisition. Si on reçoit la réquisition, alors on donne l'adresse IP. Avec l'adresse IP, ils savent qui c'est.
Enfin, ou pas, si c'est par des VPN, etc. Mais là, tu vois, c'était quand il était plus jeune, et en fait, c'est juste qu'il a cette adresse email qu'il utilisait quand il était jeune. Je sais pas si elles étaient visibles, les adresses email sur CCM, je sais pas comment ils ont fait exactement. Mais non, rien n'est visible. Okay. Non, tu vois pas les adresses email. Du coup, je sais pas comment ils ont fait. Est-ce que sûrement réquisition. Ah ouais, ok. Mais voilà. Si c'est pas moi, après, ça dépend à quelle étape c'est arrivé. Si c'est arrivé avant 2006, j'étais tout seul. Ouais. Si c'est arrivé avant 2010, on était une quinzaine. Non, si c'est arrivé après, on était beaucoup plus. Donc c'est quelqu'un 2000, qui a pu traiter. Je sais pas. Mais je vais regarder. Je vais chercher. Je pense que c'est après 2010. J'ai plus la date en tête, mais oui, c'est plus tard. Ouais. Mais du coup, par contre, la data remonte d'il y a longtemps parce que c'est quand il était plus jeune. Si tu oui, vois, c'est ça. Pas, ouais. donc c'est ça. Vraiment, ils ont... ouais. Bref, voilà. Donc si c'est très cool comme anecdote. C'est marrant. Écoute, on a fait un bon tour. C'était trop cool de discuter avec toi. C'était génial de faire cette histoire parce que merci. C'était toujours sympa. J'ai été forcément impacté par CCM. Je regardais. Enfin, tu vois, forcément. Quand je pense que t'es dev, t'es forcément tombé dessus. Est-ce que je peux te laisser un mot de la fin? Un mot de la fin, toujours difficile de faire un mot de la fin. Non, je dirais quand tu fais quand tu crées comme ça quelque chose, quand tu fais un site, moi j'aime bien ces parties où je suis tout seul et je code. C'est vrai que la limite, c'est que t'as personne à qui parler du code, tu vois. En famille, tu vas pas parler du code, etc. ChatGPT, il y a un côté sympa, c'est que du coup, il te contredit jamais, et ça permet de challenger des choses, mais c'est quand même un peu pathos de discuter avec avec ChatGPT. Il y a un côté, tu vois. Moi, quand j'étais chez CCM, je disais, il y a les développeurs, il y a une espèce de syndrome de la perruche, c'est-à-dire qu'en gros, si dans une boîte t'as un développeur tout seul, il déprime le développeur tout seul. Il faut en avoir deux, ça va par deux les développeurs. Et du coup, quand t'es comme moi et que tu développes tout seul, bah ça fait plaisir d'arriver dans un. C'est la première fois que je fais un podcast tech, et du coup, ça fait plaisir de pouvoir parler de tech, parce que là, ça fait 1 an que je développe Around Us tout seul, et du coup, c'est assez plaisant de temps en temps. Voilà, nous les techs. On aime bien parler tech, mais on a rarement beaucoup de gens autour de nous pour le faire. Donc voilà. Donc c'est ton podcast est le bienvenu. Bon, trop cool. Écoute, en tout cas, je dis, voilà, les gens recevront le message s'ils veulent venir te parler un petit peu quelque part sur LinkedIn ou quoi, découvrir Around Us, j'imagine. Avec plaisir. Ok, top. Bon, merci Jeff pour tout ça. Et puis. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.